Dans ce drame métaphysique qu'est The Leftovers, chaque personnage va dans la solitude de la perte suivre une longue errance métaphysique. Comment peut-on traduire cette angoisse existentielle à travers les images du générique ? Pour ébaucher des hypothèses de réponse, nous avons invité l'historienne et essayiste Anne de Marnac au Petit Palais afin de nous aider à faire la lumière sur ce mystère. Bonjour Anne de Marnac. Bonjour. Nous sommes ensemble au Petit Palais pour une exposition inédite sur la peinture religieuse du XVIIIe siècle face à un tableau de François Lemoine, La Vierge en gloire. Alors, est-ce que dans ce tableau et dans cette tradition des Lumières, dans ce raffinement, on peut voir un point de départ pour comprendre et voyager dans le générique de The Leftovers? Il y a tout à fait une analogie. Une analogie parce qu'on a cette dimension de ciel plafonnant. On a eu des idées de perspective, on a une multiplicité de personnages et on a une question tout de suite qui se pose, c'est que représente ce tableau? Et c'est ce à quoi nous amène tout le temps le générique de la série. On parle des Lumières. Est-ce que pour The Leftovers, on peut remonter encore plus loin dans le temps et aller jusqu'à la Renaissance, par exemple? Je crois qu'il faudrait surtout aller dans la Renaissance et vers la Renaissance. Pourquoi ? Parce qu'à la Renaissance, on a un thème qui est majeur, qui va être traité par de très grands artistes, qui va être traité par Michel-Ange, qui va être traité par Signorelli à Orvieto, qui est le thème du jugement dernier. Donc ce n'est plus la gloire de la Vierge. Le thème du jugement dernier, c'est celui qu'on voit au cœur de la chapelle Sixtine, c'est la séparation entre ceux qui seront admis, ceux qui seront exclus, les bannis, les choisis. Et donc il y a une tension dramatique extrême qui joue. Ils sont en attente, ce qui me semble un écho extraordinaire à la série. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils sont dans la séparation. Et c'est pourquoi il y a cette gestuelle qui est tellement expressive. Une gestuelle d'imploration dans le générique, une gestuelle de supplication, ou au contraire, on retient les corps qui pourraient partir. C'est pourquoi on a aussi ces visages qui expriment une sidération. Là, on est dans ce moment d'attente, on est dans ce moment de vertige. Est-ce qu'ils sont partis? Est-ce qu'ils vont disparaître? Est-ce qu'ils vont chuter? On ne montre pas l'enfer. On ne montre pas non plus la mort, on ne montre pas la souffrance, on montre ce vertige de ces corps qui sont happés. Et où sont-ils? Et que va-t-il advenir de ceux qui sont restés? Là, on a beaucoup parlé de religion et de figures religieuses, mais moi je suis tout à fait sensible à cette dimension mystique. C'est plutôt une réflexion sur le sens de la vie humaine et le sens de la position de l'homme dans la vie humaine. D'où vient-il? Vers quoi va-t-il? Et en ayant ce générique qui fait penser aux fresques de la Renaissance, avec ses effets de fissures, en montrant ses corps nus, comme ils le sont dans les fresques de la Renaissance, on voit bien que le réalisateur a cherché à nous donner un indice de lecture. Il ne s'agit pas simplement de la société américaine, il y a quelque chose d'autre qui est une interrogation profonde sur qu'est-ce que la douleur de la séparation et qu'est-ce que c'est aussi que la douleur de ceux qui restent. Si on regarde très attentivement le générique, on voit bien qu'à la fin, il y a quand même un effet d'envol, il y a quand même un espoir. Il y a un halo de lumière. Il y a un halo de lumière. Comme si on passait de l'ignorance à la connaissance, est-ce qu'on peut le lire comme ça? Je le vois complètement comme cela, et d'ailleurs c'est pas un hasard si dans le générique aussi, le réalisateur a choisi l'esthétique de la coupole, donc qui est évocateur de ces gigantesques coupoles comme celle qui se trouve à Rome, où il y avait toujours le puits de lumière. Donc on appelle les gens à voir, à lever les yeux pour regarder, et quand on lève les yeux pour regarder, tout change. En vous écoutant, Anne, on pense à une autre référence biblique qui circule dans ces images. C'est le livre de Job qui incarne la figure de la perte. Cet homme qui était le plus juste a perdu ses 10 enfants, 7 garçons, 3 filles, il a perdu ses biens. Et ce texte qui est vraiment rempli d'une interrogation socratique, on doit arriver à donner du sens à la perte. Pourquoi on perd? Est-ce qu'on perd parce qu'on a fauté? Est-ce qu'il peut y avoir quand même une justice dans la perte? S'il n'y a pas de sens, il faut alors être dans l'acceptation. Ce mystère de la part manquante qu'on trouve dans le générique de la saison 2 est une figure qui est présente chez d'autres artistes plus contemporains. Oui, c'est comme si ce réalisateur, encore une fois, avait cherché à incarner visuellement une réponse à comment montrer la disparition. Et là, il a un parti pris esthétique qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que il montre des trios, des duos, il montre le comble du lien des parents avec leurs enfants. Les scènes sont plutôt paisibles, douces, harmonieuses. Et puis, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est troublant. Il y a comme une découpe. Des personnes étaient présentes et elles sont absentes. Et
Pour moi, ça relèverait de deux inspirations picturales. Le tracé à la craie que l'on fait quand quelqu'un a disparu et qu'il y a une scène d'identification pour les scènes de crime. Et puis, le procédé qu'a fait un artiste contemporain qui appartient à la figuration narrative, qui est Gérard Fromanger. Et Gérard Fromanger, lui, le choix qu'il fait, c'est avec des scènes avec des couleurs très fortes, ce sont des aplats de couleurs. Chez lui, ce que ça va créer, dans des paysages qui sont souvent très urbains, c'est que les gens ont perdu leur expression. On voit bien qu'il y a un côté de déshumanisation des personnes. Là, ce qui est très particulier et très intéressant, c'est que l'aplat est rempli d'une matière et on se rend compte que cette matière, c'est presque une matière cosmique. C'est une matière vivante, organique, elle est vivante. Alors on pourrait même se poser la question, qui est le plus vivant des deux ? Je voudrais qu'on termine avec le titre, ça s'appelle The Leftovers, et on le rappelle, ça se traduit par ceux qui restent. Alors ceux qui restent, sont-ils punis? Sont-ils récompensés? Quelle sera la vérité de cette question? On n'en sait rien. La série, elle nous dit bien, il faut essayer de s'interroger, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de se poser des questions, et le fait qu'il n'y ait pas de réponse montre bien cet équilibre très réussi qu'il y a dans la série entre quelque chose qui est de l'ordre de l'enquête, une enquête policière, où sont-ils, que s'est-il passé, que va-t-il advenir des gens, et puis une quête, elle, qui est infiniment plus profonde et qui est une quête métaphysique.